sur les règles fondamentales, la déclaration de conflit d'intérêts, l'édiction de conflit d'intérêts de la route, etc., sur les règles fondamentales pour l'accréditation des facultés et des curricula de formation. Pour que la médecine de famille ait vraiment ses titres noblesse, il faut parler aussi du circuit de soins. Le malade dans son dispositif, c'est pas tout à fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais... Et puis aussi le fait qu'il y ait des déserts médicaux, peut-être qu'il y ait des maisons médicales belges dans des zones éloignées, je pense que ça peut apporter un plus pour la médecine. Il est important, Madame Chichi, comme je l'avais dit, et là c'est l'article 2 que je fais à mon ami le doyen Adnewi, il est important d'amener ces médecins dans les régions qui va marquer Chicoutimi, Trois-Rivières, cher ami, Montréal a regardé à 700 km, c'était des Américains au Canada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il y a des médecins là-bas. D'abord, il faut que nous prenions des étudiants en médecine, cher ami, responsabilité des étudiants en médecine de Sawirat, de Ouelzazet, de Gafsad, etc. Je les prends et j'ai ouvert des postes, c'est pas pour dire que je l'ai fait avec un groupe de task force, etc. Et on a ouvert des postes de résidents de médecine de famille là-bas. Mais avant les ans, vous voyez, je voulais avoir la garantie, j'ai pris 4 ou 5 médecins du secteur public, 3 médecins libéraux que nous avons formés à la médecine de famille. Et on les a envoyés là-bas. Ils sont installés là-bas. Et ça, c'est socialement responsable. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a fait que ce qu'ont fait nos prédécesseurs en Amérique du Nord, en Scandinavie, en Australie, dans le Queensland, vous avez peu de médecins. Et vous allez avoir des médecins en conférence. Voilà, madame, bravo pour ce que tu fais, parce que je sais que tu fais de très belles choses aussi. Merci beaucoup. Merci. Je suis médecin et biologiste et informaticien. Je suis informaticien. Je pose la question à Sylvie Zeus. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut avoir dans le laboratoire des ingénieurs à côté, des techniciens. On essaie d'avoir des gens multidisciplinaires dans un même laboratoire. Je crois qu'aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas ça. Je crois que le matin, on a parlé d'intelligence artificielle. Je voudrais juste un mot. Vous nous dites comment l'intelligence artificielle vous a aidé à obtenir les résultats qu'on voit. Auparavant, j'utilisais le compte signal, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font avec la data. Aujourd'hui, au Maroc, on cherche cette data. Nous, le laboratoire, une faculté des sciences ou un autre laboratoire, on cherche la data pour les cliniques ou bien pour les images des cerveaux, les IRMF. J'avais auparavant travaillé avec ça, avec de très grandes bases de données quand j'étais à Marseille. Mais aujourd'hui au Maroc, on ne trouve pas ces sources de données. Et même, il faut avoir une autorisation pour utiliser la data. J'ai juste un tout petit clin d'œil sur ce sujet. Vous touchez un point très important, en fait, qui est la multidisciplinarité. On ne peut plus faire de recherche sans multidisciplinarité parce que pour publier dans les grandes revues actuellement, pour publier dans Nature Science, Nature Neuroscience, etc., il faut montrer et démontrer ce que vous avez fait avec plusieurs approches différentes. Donc ce qui est à la pointe actuellement, par exemple, c'est la modélisation. On fait des expériences chez les animaux, on sort des données et les ordinateurs et les logiciels nous permettent de faire des analyses très poussées pour essayer d'extraire des informations très importantes et modéliser en fait vos résultats de recherche. Donc on ne peut plus se passer de la multidisciplinarité, c'est très important. Un biologiste ne peut plus travailler sans chimiste, sans physicien, sans bioinformaticien. Ça, c'est des disciplines qui doivent travailler ensemble tout le temps. C'est capital. Alors, vous avez des difficultés à trouver du matériel. Ce que je dis matériel, c'est les données, donc les datas. Mais les datas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de laboratoire de recherche développé pour vous donner les datas, tout simplement. Donc, essayez de collaborer dans un premier temps avec les laboratoires étrangers. Moi, je pense que vous serez vraiment... Vous allez les attirer parce que tout le monde est à la recherche de bioinformatique, de développement de technologies dans ce sens-là. Donc si on cherche les data, on peut discuter ensemble. Moi j'ai beaucoup de données d'électrophysiologie, par exemple. Animal, chez l'homme, donc on peut faire quelque chose ensemble. Donc il ne faut pas se cloisonner par l'environnement local, non. Ouvrez-vous sur l'extérieur. La recherche, elle est universelle, elle n'est pas spécifique à un pays ou à un laboratoire. Donc il faut s'ouvrir, les collaborations, c'est ce qui fait avancer la recherche. Donc essayez de chercher des labos extérieurs.
Je suis Fatem Zahra, je suis enseignante sage-femme au niveau de l'ISPITS de Casa. Actuellement, je suis étudiante master. Mon intervention, j'ai accompagné la réforme pour le corps paramédical et des infirmiers et je suis au cœur de la réforme parce que maintenant je suis mes études en tant que master. Et là, je partage avec vous une expérience qu'on avait. La réforme, ce n'est pas la structure, ce n'est pas le LMD, mais c'est surtout ce qui accompagne. C'est-à-dire surtout ce qui est réforme pédagogique. Et je crois que l'intervention de professeur Chadi a touché ce point qui fait mal et qui nous fait spécialement mal. Parce qu'elle a parlé, parce qu'on ne peut pas parler de réforme, comme j'ai dit, sans parler de réforme pédagogique. Et là, ce qui accompagne, c'est surtout ce qu'on a parlé d'approche par compétence, c'est-à-dire c'est un changement de paradigme. Et lorsqu'on parle de change de paradigme, c'est-à-dire c'est comme si on change toute une culture. Et c'est pas facile d'intégrer une telle approche dans une formation et dans une réforme. Je vous félicite d'abord pour votre présentation. Et deuxièmement, je vous félicite et vous applaudis. Autant parce que c'était la question que vous avez pu élaborer les référentiels de métier et les référentiels de compétences, parce que nous, c'est un chantier qui est toujours ouvert. Autant que sage-femme, on a essayé d'élaborer un référentiel, c'est-à-dire de compétences depuis 2010. On a essayé de partager, c'est-à-dire l'expérience avec les Canadiens, mais on n'a pas pu, c'est-à-dire le faire. Parce que compétences, parler d'ADA, c'est-à-dire il faut aller de l'autre terrain. On n'a pas besoin de quelqu'un qui peut-être de nous guider, mais c'est à nous de le faire. Donc je vous félicite. La question que je vais poser, c'était pour les référentiels, vous avez déjà donné la réponse, mais la deuxième question que je pose, parce que c'est là dont on souffre actuellement, c'est-à-dire c'est parce que je sais que passer dans c'est-à-dire l'universitarisation, il faut séduire des normes, premièrement les modules et deuxièmement le volume horaire. Comment vous avez pu intégrer plusieurs disciplines dans des modules, parce qu'on sait que les modules ils sont comptés sur les doigts pour le système, et deuxièmement, comment vous avez pu gérer le temps, parce qu'on sait très bien pour gérer, il faut adopter l'approche par compétence, et il faut adopter tout ce qui est technologie. Qu'en est-il de ces éléments? Et merci. Très rapidement, mais on ne va pas rentrer, mais on peut discuter en aparté, madame. Alors, ça dépend, madame, est-ce que vous êtes inscrite dans un schéma process-based ou time-based? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes parti d'une période ou alors d'un process? Parce que dans le CBL, dans le Context-Based Learning, c'est process-based. C'est-à-dire quel est le produit fini. Je crois qu'on va rentrer dans des détails techniques dont on pourra parler tout à l'heure, dans l'approche par compétence, il faut aller dans un schéma process-based, pas time-based. C'est fondamental, cher ami. Donc, dans le référentiel des compétences que j'ai coordonné avec mes amis sages-femmes, etc., on est allé dans un schéma process-based. Quelle sage-femme je voudrais avoir d'ici 3 ans, 4 ans en Tunisie? Pour la Tunisie, c'est une approche process-based, c'est pas time-based. C'est pas 20 modules à hauteur de 300 heures, monsieur le doyen, etc. C'est pas ça du tout. Parce que là, on va faire du modulaire et on va retourner d'une manière inconsciente, c'est-à-dire vers les objectifs et l'apprentissage doit être fragmentaire. On peut en discuter, et on peut en parler pour ne pas quand même. Mais c'est très important. La maïeutique, la science des sages-femmes, c'est très important. C'est très important, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai, c'est une question à laquelle il faut aller dans un schéma process-based, pas time-based. Quel produit, etc. Pour le Maroc, je veux le réformer par le fait de médecine, on fait des écoles des sages-femmes. On ne décide pas d'un contenant avant le contenu. On ne décide pas du contenant avant le contenu, cher ami. Voilà le paradigme, comme vous l'avez si bien dit, cher ami, par rapport à l'APC, apprentissage par compétence. On reviendra sur ça si vous avez un petit moment pour ne pas, quand même, parce que je pense que le président de séance est en train de me ramener à l'ordre. Avant-dernière intervention. Quand j'entends médecine de famille, je me dis, qu'est-ce que nous avons fait toute notre vie? Est-ce qu'on était vraiment à côté de la plaque? Bon, je vais faire quelques constats, quelques questions. Premièrement, j'ai entendu un expert français à Agadir il y a 2 ou 3 semaines, il a dit la chose suivante: la médecine de famille est en train de mourir en France. Quand on a actuellement les revenus de médecine de famille au Canada, c'est également un constat d'échec. Et les derniers écrits, enfin, ils ne parlent que de ça. On a constaté par exemple au Canada que pratiquement 70% du travail du temps de médecin est consacré à la visite annuelle.
Et on s'est rendu compte qu'il était inutile. C'était une perte d'argent et de temps. Alors, quand un médecin de famille canadien vient en France, il ne sait pas quoi faire, il est perdu. À l'inverse, quand un médecin français va au Canada, il est perdu. Je dirais plus, il y avait des médecins de famille formés au Canada, formés en Espagne, une bonne formation, ils sont venus au Maroc, ils sont partis. Je pose la question, c'est quoi finalement la médecine de famille? C'est quoi? Pourquoi ce Français ne peut pas exercer au Canada, le Canadien ne peut pas exercer, ils sont en train de mourir partout? Je pose la question, où est-ce qu'on va? Donc, ça revient à redéfinir la médecine de famille. Pour moi, sincèrement, et je crois que la médecine de famille, c'est juste une manière de faire de la médecine générale. Ce n'est pas une option, c'est de la médecine générale, c'est juste une façon. Et ça dépend des pays. Le Canada, ce n'est pas la France, et l'exemple tunisien, c'est un exemple concret. Ils ont inventé leur façon de faire la médecine de famille. D'accord? Donc, à nous d'inventer la médecine de famille. Quand je vois ce qui se passe au Maroc, bon, nous avons déjà 7 ans, 8 ans et demi. Est-ce qu'en 8 ans, on est incapable de former un bon médecin généraliste capable de faire ce qu'il faut faire? Maintenant, on constate au Maroc que, là, il faut dire que la médecine de famille, la médecine primaire, de première ligne, c'est l'essentiel de la médecine. C'est 80% des soins qui peuvent régler énormément de choses. Or, le médecin généraliste chez nous, il fuit la médecine générale. Pourquoi il la fuit? Il est dégradé, il est dévalorisé. C'est celui qui n'a pas pu faire la spécialité. D'accord? Donc tout le monde fuit. Maintenant, et nous avons besoin, même demain, nous aurons des médecins de famille nommés en tant que tels, ils vont certainement fuir. Parce que moi, patient, je n'irai voir directement des spécialistes. Je vais faire le saut sur le médecin de famille. J'ai mal au ventre, j'irai voir un gastro. J'ai mal à la tête, j'irai voir un ORL. Pourquoi je forme? Si l'État ne s'engage pas à faire la médecine de famille vraiment une première ligne, ça ne peut pas marcher. Donc je dis que c'est également un système de santé. La médecine de famille, c'est un système de santé. Chez nous au Maroc, ma réflexion, c'est que moi je voudrais garder le médecin généraliste dans son territoire. Il faut qu'il reste médecin généraliste. Mais il faut le valoriser. Comment? J'ai dit à mes amis padoyens qu'il y a certaines spécialités, ce sont des pratiques généralistes, que seul le généraliste a le droit de faire. Pourquoi voudrais-tu que, quelqu'un qui a terminé ses études de médecine et va faire tout de suite gériatrie? Excusez-moi, moi je voudrais que cette gériatrie soit faite par quelqu'un qui a fait pendant 4 ans, 5 ans de la médecine générale. Là, la gériatrie, c'est une pratique généraliste. La pédiatrie, c'est une pratique généraliste. Quelqu'un qui a fait de la médecine générale, il a fait, d'ailleurs, on revient à la définition, il a fait de la pédiatrie, il a fait de la gériatrie. Par exemple, nous avons beaucoup de problèmes pour la douleur. Est-ce que, en tant que médecin généraliste, on me donne une spécialité que je vais faire en 2 ans, 3 ans, je suis, je fais de l'algologie. Je suis médecin généraliste, mais je suis spécialisé dans la douleur. À côté, il y aura quelqu'un qui est spécialisé en ergologie, c'est un médecin généraliste, mais qui a une compétence spécialisée en ergologie. Et ainsi de suite. Donc on aura plein de médecins généralistes qui ont en plus de compétences spécialisées dans un domaine particulier. C'est comme ça qu'on peut garder ces médecins généralistes dans la médecine générale, mais avec une spécialité, donc ça leur fera donc un plus. Notre problème, c'est la médecine générale qui est d'abord tout le monde l'a vu. Il faut garder les médecins généraux. Et je ne crois pas être médecin de famille, c'est ça la solution. C'est quoi la famille avant votre intervention? Oui, comme ça je réponds. Allez-y, monsieur. Moi, je reviens sur la question de la recherche dans notre pays. Rapidement, juste, moi, à mon sens, dans notre université, faculté de médecine, je ne pense pas que c'est une question de moyens d'abord, comme premier lieu. La recherche, le développement de la recherche, ce n'est pas les moyens financiers ou les moyens du tout. C'est d'abord les moyens physiques, les moyens humains. Je crois qu'il faut qu'on travaille. Si on veut demain dire, on va s'aligner sur une plateforme de recherche, développement de la recherche, dans le cas sanitaire, c'est d'abord tracer une structure, une stratégie de développement humain, et commençons par là-bas, c'est celle, comme a dit notre collègue, c'est les techniciens, par exemple, les techniciens de recherche clinique, ou les assistants de recherche clinique, et les techniciens de laboratoire. Aujourd'hui, vous demandez à un enseignant, et vous avez besoin de quoi pour faire de la recherche avec l'électricité?
de matériel explique ou analyse de laboratoire. Ça ne lui sert à rien du tout. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de laboratoires qui étaient équipés pour une raison utile pour la recherche. Tous les équipements sont à côté parce que ça n'avance pas, parce que ce n'est pas dans le financement ou dans les moyens financiers par rapport aux équipements, etc. Aujourd'hui, nous avons les moyens de développer de la recherche par développement de partenariats étrangers. Les pays du Golfe et du Moyen-Orient, ils ont décroché toutes les études de recherche clinique par rapport aux pays aujourd'hui d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, le Maroc est très mal positionné dans tout ce qui est essai clinique et recherche clinique. On est pénalisé par rapport à un pays qui ne sait pas conduire un essai clinique. Nous avons commencé par des essais cliniques au Maroc, et particulièrement à l'hôpital d'enfants. On a développé des plates de recherche. Aujourd'hui, le laboratoire de recherche il est fermé avec tout un équipement au fond. On a mené des études de recherche clinique que, aujourd'hui, les laboratoires, les promoteurs financent et équipent pour un développement de publication. Mais lorsque, après la fin de l'essai clinique, il y a un rapport que le promoteur fait et il met dans des sites que des promoteurs consultent. Et le Maroc est pénalisé en matière de conduite d'essais cliniques. C'est des choses qui ne demandent pas des moyens physiques, mais qui demandent de la formation et de la rigueur. Et cette formation et les bonnes pratiques cliniques, ce sont les CHU, les centres hospitaliers, les équipements de laboratoire et les qualités des ressources humaines. Merci. Juste très rapidement, c'est Khaled, je reprendrai à deux concepts, parce que normalement c'est un médecin de famille ou un médecin général qui devrait vous répondre. Alors voilà, il ne faut pas prendre... Alors, il ne faut pas prendre... On est à la fac de médecine. Il faut pas... C'est bon, on y va. Il ne faut pas prendre un mauvais exemple des médecins généralistes dits par défaut. On en parlait ce matin avec mon ami ici, Arnabi. Il ne faut pas partir de ça. Il faut voir l'exemple de l'étudiant qui a souhaité faire la médecine générale ou la médecine de famille. Et ne parlons pas, mais c'est vrai que nous en souffrons nous-mêmes en Tunisie. Moi-même, comme manager de la formation, en tant que doyen, etc., je souffre lorsque j'ai des étudiants qui veulent faire une spécialité de cardiologie, de chirurgie, etc., et qui ne veulent pas aller en médecine de famille, qui se retrouvent en médecine de famille, médecine générale, par défaut, parce qu'ils n'ont pas réussi le concours de ça, il faut l'arrêter, c'est l'esprit même de la réforme. L'esprit de la réforme, c'est de supprimer cette histoire de devenir médecin généraliste par défaut. Lorsque je fais un examen classant avec des paramètres pour éviter les problèmes dans lesquels sont tombés les Français, comme vous le savez autour de moi, lorsque je donne la possibilité d'aller en spécialité de chirurgie, de cardiologie, de chirurgie, comme en médecine de famille, je n'aurai pas ce dont souffrent les médecins généralistes et ce dont vous avez parlé. Je ne suis pas tout à fait de votre avis quand vous dites que le médecin de famille canadien meurt en France, le médecin général. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut s'entendre tout d'abord sur ce que vous entendez par médecin généraliste, etc. Et les médecins de famille au Canada ne sont pas aussi malheureux que ça. Le doyen de la faculté de médecine de Laval, c'est un médecin de famille. Je ne pense pas qu'ils sont aussi malheureux que ça. Maintenant, les autres questions. Quel est le profil de poste, comme on l'appelait avant, quand on parle de référentiel métier-compétences, il faut que nous travaillions dessus et nous verrons le profiling du médecin de famille, etc. Mais attention, nous autres doyens, décideurs et formateurs, arrêtons de mettre au centre le médecin généraliste devenu médecin généraliste par défaut. Et c'est un exemple malheureux que beaucoup ont vécu et dont nous souffrons, doyens. Et c'est l'esprit de la réforme. Troisième élément et dernier élément, le médecin de famille, le médecin généraliste, il s'occupe en France, c'est les médecins généralistes. Ils appellent le CNGE, que tu connais, Fatma Zahra, etc. C'est des médecins généralistes. Au Canada, on appelle. Il y a des concepts tout petit peu différents, mais c'est la prise en charge du malade. Et le médecin de famille, maintenant que nous avons nous avons atteint la vitesse de croisière en termes de médecins de métier de famille en Tunisie, mais nos amis médecins de famille, nos disciples prennent 70% des plaintes du citoyen tunisien, marocain, etc., qui vont nous voir. Et alors, maintenant, changeons un peu de paradigme, on va laisser tout. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait des discussions, on peut y aller de manière un peu plus lointaine. Réponse très rapide à votre question. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai fait le tour d'un certain nombre de laboratoires de recherche. Les mêmes difficultés des équipements qui traînent dans les coins et qui ne servent à rien existent partout, y compris à la faculté des sciences, dans toutes les villes, etc. Pourquoi? Deux choses très importantes. Budget de fonctionnement qui n'existe pas. Parce que, pareil. La deuxième chose, c'est, donc au-delà du budget de fonctionnement, non, l'équipement, on peut l'acquérir au Maroc. On peut demander pour acheter. C'est surtout en fait. Non, la lourdeur. Non.
c'est d'abord budget de fonctionnement. La deuxième chose, c'est la lourdeur administrative pour dépenser de l'argent. Voilà. Non, Et mais ça, non. c'est un réel problème. Non, pour ça, il y a l'autonomie des universités, ils sont donateurs. Donc là, il n'y a plus de l'ordre administratif. Très rapidement, si on va aller déjeuner, je voulais juste aller dans le sens de ce que disait Sylvain Zus, c'est que nous avions créé, par le ministère que j'ai eu l'honneur de diriger, on a créé l'IMIS, qui est l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, dont l'objectif était de constituer une base de données. Malheureusement, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enseignants ne communiquent pas avec cet IMIS, donc je profite de cette occasion pour lancer un appel. Voilà, et j'arrête. Je vous remercie. Shukran. Alors, je pense qu'il est temps de clore le débat de cette session pour une pause déjeuner qui ne va pas durer longtemps parce qu'on invite tout le monde à reprendre à 16h. 16h. Avec les recommandations que nous aurons faites, cela pourra faire progresser l'enseignement médical au Maroc. Donc il n'y a pas mieux de parler de la formation médicale continue post-universitaire, un garant de la qualité des soins, le professeur Nadia Ismaili, spécialiste dans ce domaine, et les enseignants à Rabat, dermatologue de son état. Donc tout d'abord, je tiens à remercier le Président, je tiens à remercier l'Observatoire national pour l'éducation et la formation et notre ami professeur Debiche pour son invitation et notre maître M. Abdaoui de nous avoir énergie comme d'habitude. Notre faculté est toujours ouverte pour nous tous. Donc un sujet passionnant, un sujet au bout du jour, un sujet problématique comme on va le voir. Beaucoup d'efforts ces dernières années, beaucoup de réflexions, mais nous n'arrivons pas encore à nous entendre tous sur un schéma national de cette formation médicale continue. Donc, et cet engouement pour la FMC, pour les réformes, pour les modèles, c'est un engouement international, c'est dans le monde entier, et nous, on n'est pas en reste au Maroc, on est en train de suivre la mouvance par obligation, par nécessité, et il y a aujourd'hui énormément de modèles qui sont peut-être leaders, notamment le modèle canadien, mais au Maroc, on va le voir, nous serons obligés d'avoir notre propre modèle. On ne pourra pas calquer, on peut s'inspirer des uns et des autres, mais il faudra absolument qu'on fasse l'effort d'avoir notre propre modèle en fonction de notre contexte. Donc au Maroc, la réflexion est lancée depuis quelques années déjà par les différentes instances, etc. Beaucoup plus accentuée ces 4 dernières années depuis l'avènement de l'ordre des médecins et la création de la formation comme le stipule la loi. Il y a des forces, on va les voir, il y a des faiblesses, il y a des possibilités, on doit un petit peu investir plus, mais il y a aussi des défis et on va essayer de voir tout ça. Alors je tiens à préciser que je ne parle pas mon nom, je ne suis pas là comme porte-parole en tant que vice-présidente du Conseil national, donc ce n'est pas une version officielle mais je vais porter la réflexion qui a été lancée pour le... J'ai un problème d'affichage. Voilà, ça qu'est-ce que tu veux pour la formation médicale continue dans notre contexte et surtout l'institutionnaliser. C'est le mot-clé, institutionnalisation. Parce que la FMC, comme tout le monde le sait, est un soutien de tous les systèmes de santé publique, parce que c'est un critère de développement et c'est un garant de la qualité des soins et de la sécurité des soins. Des médecins à jour de la journée sont à même de prodiguer les meilleurs soins et les plus récents.